14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Je suis une enfant de la ville, mais très vite j'ai réussi à convaincre mes parents qu'il fallait prendre un toutou qui est devenu mon meilleur ami. Et puis un peu plus tard, ma mère m'a offert à mes 16 ans ma première chienne, une sorte de bergère allemande. J'ai compris que le chien nous apporte un amour inconditionnel, mais également un sentiment de sécurité à nul autre pareil. Et puis maintenant, depuis presque 30 ans, je me suis enfuie à la campagne et la nature m'a apporté ce dont j'avais besoin. Rien de mieux que la nature pour se recentrer sur sa propre nature, pour se recentrer en quelque sorte sur soi. C'est pourquoi j'ai eu envie d'inviter Patrick Daquet, qui est un chaman et qui pourra nous expliquer pourquoi les animaux et la nature nous permettent de nous relier à notre humanité. J'aime à dire que la nature et les animaux, lorsqu'on sait entrer en vraie relation avec eux, nous permettent d'être en amour. Si vous avez vous aussi vécu ce genre d'expérience, eh bien pourquoi pas venir nous en parler, venez témoigner. Et puis si vous avez des questions à poser à Patrick Daquet, eh bien on vous attend. Notre numéro 0826 300 300. Bonjour Patrick Daquet, merci d'être avec nous. Et bonjour Brigitte, je suis très content d'être avec vous et bonjour les auditeurs. Alors, dans votre dernier livre, l'histoire d'un homme ordinaire qui devient chaman celte, vous racontez votre parcours qui est quand même assez extraordinaire dans le sens où c'est pas le parcours de Monsieur Tout le Monde. Et pourquoi j'ai eu envie d'aborder ce thème de la nature et des animaux avec vous, Patrick Daquet, parce que finalement, quand on essaye de comprendre ce qu'est le chamanisme, ce n'est rien d'autre que d'être relié à la nature, au monde des animaux, enfin d'être finalement aussi peut-être relié à sa propre nature. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une spiritualité naturelle en fait. On est en reliance avec chaque élément de la nature. Il n'y a aucune hiérarchie d'ailleurs selon les représentants des traditions du monde. C'est-à-dire que tout est en fréquence et tout en complémentarité. Ce qui fait qu'ils vont appeler les animaux le peuple des animaux, les végétaux le peuple des végétaux, le peuple des nuages, le peuple du soleil, car pour eux tout est vie, tout est fréquence. Et un physicien célèbre, Philippe Obola, disait que en physique quantique, on peut affirmer aujourd'hui que tout est vibration et ondulation, sans aucune hiérarchie, et que tout est en résonance. Donc quand on a dit ça, on a presque tout dit, parce que ça veut dire que on est en interconnexion en permanence et que tout est en résonance. Et ce qui fait que, vous l'avez formidablement évoqué dans votre introduction, on peut amener des guérisons spectaculaires, voire même qui dépassent l'entendement, en étant en reliance avec cette nature, justement. Ben, on sait aujourd'hui que par exemple dans les EHPAD, lorsqu'on y met un animal, curieusement les gens vont mieux. Je dis curieusement parce que c'est une phrase que n'importe qui dirait, mais en fait non, c'est pas curieux. C'est l'animal justement, lui ne va pas juger, il va être ouvert et il va y avoir une relation de vivant à vivant, quoi. Tout à fait. En plus, il y a quelque chose qui est avéré. Il y a eu des recherches qui ont été faites à l'université de Toulouse sur les fréquences, justement. Un chat ou un chien avec une personne âgée un peu seule, en solitude, va aussi absorber les énergies négatives de la personne. C'est ce que font d'ailleurs des guérisseurs des multiples guérisseurs dans les forêts amazoniennes ou autres. Ils vont absorber la maladie, absorber les fréquences négatives. Et donc, l'animal va aussi jouer ce rôle et transformer. Alors, puisqu'on parle de nature, c'est pas que les animaux. Il est fait également... tout le monde aime aller se baigner dans la mer, parce que l'eau avec le sel a des capacités d'absorption extraordinaires. D'ailleurs, nos grands-pères et grand-mères, quand ça allait mal, ils mettaient leurs pieds dans des bassines d'eau salée, et ça allait beaucoup mieux après. Je sais pas si vous avez connu ça dans vos campagnes. Non, mais j'ai vécu en ville, moi, jusqu'à mes 30 ans pratiquement. Donc, En Bretagne, il y avait les médecines dans les jardins, il y avait la sauge, il y avait... Et d'ailleurs, il y avait un dicton qui disait que quand il y a de la sauge dans le jardin, il n'y a pas de maladie dans la maison. C'est joli, hein ? Je sais pas si c'est toujours vrai, mais en attendant,
c'était pratiqué par les anciens. Et cette bassine, je me souviens quand j'étais petit, quand j'avais un peu fiévreux et tout, eh bien, on me faisait asseoir sur une chaise, on me mettait dans de l'eau chaude, les pieds dans l'eau chaude, avec, on saturait l'eau de gros sel. Il fallait pas que ça dure plus de 5 minutes, ou 10 minutes maximum, parce que l'eau se charge et change de couleur. D'ailleurs, elle devient sombre. C'est étonnant, hein. Elle absorbe les énergies négatives, les énergies maladives, et elle devient sombre. Donc, il faut absolument retirer les pieds après, parce qu'après, quand il y a une saturation, eh bien, elle rend après l'énergie sombre. Donc, si on laisse les pieds dedans, on reprend. Et ça marche, on se sent beaucoup mieux après. Moi, je l'ai vu quand j'étais gamin. C'est des médecines de grand-mère, de grand-père. Oui, ben on sait comment les plantes ont des vertus, et même d'ailleurs des vertus négatives aussi. Hein. Il y a des plantes qui sont dangereuses. Et puis, je crois qu'il faut aussi évoquer l'arbre. On parle de l'arbre de vie, on parle des racines. Enfin, on voit bien comment, finalement, depuis la nuit des temps, la nature est symbolique de l'humain. Enfin, il y a une sorte de corrélation entre la nature et l'humain. Alors je suis obligé de parler de mon expérience, puisque je suis moi de tradition celtique, je suis breton. Sûr. Et il y a une légende en Bretagne qui dit que à l'origine du monde, il y a eu les grands arbres qui ont poussé après l'eau, la terre, des grands arbres qui rejoignaient le ciel, et que les animaux et les humains ont été enfantés par papa et maman arbre. C'est joli, ce qui fait que dans cette culture orale traditionnelle, les guérisseurs, certains guérisseurs dans les monts d'arrêt, on les appelle des dervaux, des déos avec l'accent. Ça veut dire le chêne, parce que le chêne est le père et la mère de tous les humains, et est capable de guérir, de bercer et de faire de grands biens. D'ailleurs, ça c'était les légendes, mais on pratiquait cela. On allait dans la forêt, on allait s'allonger au pied d'un arbre, avant que ça soit la mode. Hein, je vous parle quand j'étais tout petit. Et il s'avérait qu'aujourd'hui, grâce à des chercheurs, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans la forêt, tous les arbres sont en interreliance entre eux, y compris les souches d'arbres, et que les informations circulent dans toute une forêt. Et d'ailleurs, quel est l'auditeur ou l'auditrice qui, en se promenant dans une forêt, s'est pas senti un peu fatigué au bout d'un moment donné? Ça arrive, parce que justement, les arbres vont absorber ce qui est négatif. Et d'ailleurs, il ne faut pas trop insister, parce qu'après, il faut aller sur des lieux qui vont vous recharger. Et c'est là que vous pouvez vous asseoir au pied d'un chêne, par exemple, et de prendre son énergie. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que le tout béton est très mauvais pour les humains, et on végétalise de plus en plus les villes. Hein. Donc on voit bien tout ça. Et puis, avant de donner la parole à Karen, déjà, qui nous a rejoint, je voulais aussi parler de quelque chose que j'entends souvent dans cette émission depuis très longtemps. Beaucoup d'enfants qui ont vécu dans des familles maltraitantes ont eu leur premier objet de résilience grâce à un animal, ou grâce à un arbre, ou un endroit dans la nature. Donc on voit bien que la nature, les animaux sont des puits d'amour, et c'est de ça dont on va parler avec vous, Patrick Daquet, si vous le voulez bien, pendant 2 heures. Merci. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Daquet est avec nous, chaman, auteur de nombreux ouvrages, dont l'histoire d'un homme ordinaire qui devient chaman celte aux éditions Vega. Karen commence avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Karen. Donc le sujet vous parle, Karen? Oh, oui, moi j'ai grandi à la campagne. J'ai vécu soit dans des toutes petites villes, soit à la campagne depuis toujours. Et alors je confirme, j'ai connu la bassine d'eau salée. C'est vrai? Vous aussi? Voilà, oui. On est 2 au minimum. Voilà. Ma grand-mère était on l'appelait Docteur Boldos, et c'était, voilà, on avait ça, on avait l'argile, le tilleul dans le bain, voilà, on avait tout ça. Et ça marche, vous confirmez? Ah oui, absolument. Et ça marche, j'en ai comme Patrick, j'en ai des bons souvenirs. Alors des fois on se moquait un petit peu d'elle, gentiment, mais ça fonctionnait.
Donc voilà. Mais ce que vous disiez sur les animaux enfin principalement sur les animaux, mais sur la nature en général m'interpelle, ça c'est certain. J'ai grandi avec toujours des animaux autour de moi. On avait 5 chiennes à la maison. On montait à cheval. On avait des chevaux dans un pré en bas de la maison. Et c'était à la fois c'était un réconfort, c'était une communion et ça apportait énormément, je trouve, au développement en tant qu'enfant. Je l'apprécie particulièrement maintenant aussi en tant qu'adulte. Mais il y avait aussi ce côté observer comment il fonctionne. Oui, et c'est vrai que pour les enfants, excusez-moi, je vous coupe, mais je crois que c'est important de le dire. C'est vrai que pour les enfants, il y a une compréhension qui est au-delà de la raison, qui n'est que dans l'émotion et l'intuition et l'instinct entre un enfant et un animal. Et donc, il y a une sorte de, comment dirais-je, d'équivalence que l'enfant ne peut pas avoir avec l'adulte et que l'adulte n'a pas avec l'enfant. Non, et puis c'est le compagnon de tous les moments. C'est le compagnon des jeux, c'est les chagrins, c'est le confident, c'est celui qui prend soin de nous. Enfin, moi je sais que ma mère nous laissait aller en campagne. Alors c'était pas la même époque que maintenant, mais à partir du moment où on avait les chiennes avec nous, on pouvait aller à 1 kilomètre, 1,5 kilomètres à pied de la maison, c'était pas un problème. Donc il y avait ce côté, l'animal prenait soin de nous aussi dans tous les sens du terme. Oui, je sais. Et c'est vrai qu'on s'en rendait pas compte en tant qu'enfant de la chance qu'on avait de vivre à la campagne, d'avoir une rivière en bas de chez nous, de pouvoir nager dans cette rivière, de jouer dans cette rivière. Et au final, je me suis rendu compte plus tard tout ce que ça nous avait apporté. Et parfois, c'est pas pour rien, je pense que je vis pas loin de la mer, parce que l'eau a toujours été un élément qui m'a énormément apporté, et presque peut-être plus encore l'eau que les arbres. Alors peut-être parce que j'y prends moins attention, enfin j'y fais moins attention. Mais peut-être que vous avez plus besoin de l'eau comme élément que les arbres, hein, qui sont plus un élémentaire et qui permet de s'ancrer. Hein. L'eau, c'est plus, j'allais dire, l'émotion. Karen, vous êtes au bord de la Méditerranée ou de l'océan ou de la Manche ? De la Méditerranée. Bon, quand vous sortez de la mer, vous vous sentez bien ? Ah oui. Parce que l'eau salée absorbe les énergies lourdes. Oui. Oui. Je voudrais vous dire, excusez-moi Karen, de vous avoir coupé. Je voulais vous dire que vous éveillez un souvenir en moi. C'est que quand j'étais tout petit, j'avais 4-5 ans, mon chien s'appelait Choufti. Et je n'avais pas le droit. Mes parents avaient un très grand terrain là, en pleine nature, mais je n'avais pas le droit de sortir. Il y avait un grillage. Alors ce que faisait le chien, il creusait un trou sous le grillage. Il passait dessous, il m'attendait, il me faisait sortir de sous le grillage et on allait gambader dans la forêt. C'est extraordinaire, non ? J'oublierai jamais. Génial. Il a été mon vecteur de liberté. Ouais, c'est vrai. Non, mais enfin, moi je sais que ma première chienne, je vais pas dire que c'est celle de tous les attachements, parce que j'en ai eu après qui ont été adorables, mais son premier chien, c'est... Oui, bien sûr. Et puis la perte de son premier chien, c'est aussi la découverte de la perte, et c'est aussi un élément clé de son fonctionnement. Hein. Et pour revenir aux chevaux, les chevaux, c'est aussi le symbole de la liberté. Hein. C'est le symbole de nos pulsions. C'est aussi un animal qui, pour les enfants, a beaucoup fait beaucoup écho. Hein. Et puis, les chevaux, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on partageait avec les chiens, mais les chevaux, c'est encore... différent, enfin, je le ressens moi différemment parce qu'ils ont à la fois il y a la puissance qu'ils représentent et la douceur dont qu'ils sont capables d'avoir. Et c'est un petit peu antinomique, mais pour autant ils sont capables d'une douceur et d'une communication, sans pour autant parler de la communication qu'on ressent quand on monte à cheval, mais rien que dans le fait de vivre, d'évoluer, de leur donner à manger, de faire des gestes assez basiques, ils sont dans la communication, et qui est presque une communication plus gestuelle.
dans leur comportement, plus que dans leur regard en tant que tel. Mais dans leur comportement, ils communiquent avec nous, ils sont attentifs à nous. Je sais que nous, on était tout petits, le cheval de ma mère était immense, et il prenait toujours soin de nous. Il aurait très bien pu nous bousculer, nous marcher dessus, quoi. Jamais, jamais, jamais. On pouvait être dans le passage, il faisait toujours attention à nous. J'aimerais amener une sagesse que j'ai entendue et qui m'a beaucoup marqué, touché, et qui a vraiment tracé un chemin dans ma vie par rapport aux éléments et aux animaux. C'est un homme médecin de la forêt amazonienne qui m'avait dit qu'il fallait faire attention de ne pas prendre le pouvoir sur l'animal et de faire attention que l'animal ne prenne pas le pouvoir sur nous et qu'on ait toujours une relation égalitaire, ce qui faisait que deux êtres libres pouvaient marcher ensemble côte à côte sans être dépendants ni rien du tout. Ça peut déranger, hein. Moi, je trouve ça m'avait interpellé, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la relation qu'on doit avoir aux animaux, et j'ai beaucoup appris grâce à cet homme. Et encore aujourd'hui, je vous en parle parce que ça m'a fait comprendre qu'il fallait trouver en permanence l'équilibre entre la dépendance, la prise de pouvoir, ou être pris par le pouvoir de l'animal qui devient lui-même celui qui va induire chez une personne. Alors c'est des excès, tout ça, bien sûr. La majorité des relations sont égalitaires, équilibrées, hein, entre les animaux et les humains. Mais quelquefois, attention, observons-nous aussi dans nos limites. Voilà ce que je peux dire, ce que m'a transmis cet homme médecine. En règle générale, lorsqu'on a des chiens, des chevaux, même des chats, hein, ils sont à la fois dépendants de nous, et puis en même temps on est très dépendants parce qu'on est responsable et on se sent parfois obligé de certains sacrifices. Donc il y a en effet une égalité de fait normalement. Hein, Mais donc ce qu'il a dit était juste alors. Il faut être attentif. Oui, il faut savoir l'interpréter évidemment. Oui. Il faut savoir être juste, et je trouve que c'est presque la relation qu'on arrive à avoir avec un animal. Il faudrait arriver à la dupliquer avec les humains, en fait. Exactement. Oui, mais je crois que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, notamment grâce à la psychanalyse. Je crois que la différence entre l'animal et l'humain, c'est que l'humain, d'abord, il y a la parole, et parfois les mots sont mal interprétés. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle l'ambivalence, c'est-à-dire qu'un animal ne nous déçoit jamais de par le fait que c'est un animal. L'être humain, du fait qu'on attend plus de lui, et souvent trop de lui, va nous décevoir. Et donc ça crée une sorte d'amour, et puis parfois un petit peu de déception, pour ne pas dire de haine, quand par exemple quelqu'un nous quitte. Donc c'est toute la difficulté. Il faut accepter qu'avec les humains, c'est pas tout bien, quoi. Non, mais si on arrivait à c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais à considérer les humains, justement, à ne pas attendre quelque chose, parce qu'un animal, il n'attend pas quelque chose, il est dans l'instant présent. Oui. Et si on arrivait effectivement à moins attendre des gens, comme on n'attend rien de notre animal, on attend juste qu'il soit là, qu'il nous fasse la fête, enfin voilà, mais on n'attend pas quelque chose de particulier, on attend juste du partage. Et si le chien, il attend juste qu'on soit un petit peu attentif à lui, qu'on lui donne à manger et de passer des moments avec nous. Donc si on est juste dans ce type de relation, d'attente, je trouve que ça donne plus de facilité dans la relation. Moi j'ai bien aimé le parallèle que vous avez fait avec les humains, car finalement, cette règle de la relation égalitaire se retrouve dans les peuples traditionnels, puisque je préside une association qui regroupe 248 représentants des traditions du monde, des 5 continents. On retrouve cette sagesse partout dans le monde, malgré les couleurs différentes, les coutumes, les cultures, d'échanges égalitaires avec les éléments, mais aussi entre les humains. C'est-à-dire que pour qu'un échange soit équilibré, il ne faut pas que l'un puisse être en dépendance de l'autre. Ce qui fait que même par rapport aux arbres, par rapport aux pierres, aux minéraux, on les considère comme nos égaux, sans jeu de mots. Et réciproquement,
on n'est pas plus ni moins. Et c'est ainsi que dans une relation humaine, je pense que entre mari et femme, avec les enfants, d'essayer de s'inspirer de cette sagesse ancestrale, d'être toujours dans l'égalité pour avoir une relation égale et de pas une relation de pouvoir ni de hiérarchie. C'est intéressant, je trouve, ce que la nature nous enseigne. C'est vrai, mais il y a du travail. En tout cas, merci beaucoup Karen, merci à vous. Et puis c'est le moment de jouer notre grand sapin de Noël sur Sud Radio. Il est là avec des cadeaux au pied du sapin et nous allons avoir le plaisir en direct sur Sud Radio de vous offrir un cadeau. Ce sera peut-être un calendrier de l'Avent de la marque Guinaud. Ce sera peut-être une carte cadeau de chez Etam. En tout cas, vous appelez le 0826 300 300 et ce sera le 13e appel qui va gagner aujourd'hui. Bonne chance à tous. Avec Patrick Daquet, aujourd'hui nous parlons du bien-être que nous procurent les animaux et la nature. Vous souhaitez participer à l'émission? Venez en parler avec nous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Patrick Daquet, on va parler du care du couple. Le care du couple, si je prononce en français, c'est C-A-R-E. C'est un mot anglais qui veut dire soigner, to care. Tout le monde connaît, enfin, tous ceux qui ont un petit peu de notion d'anglais connaissent. Mais ce qui est intéressant, c'est les 4 lettres de ce mot. Le C comme complicité, qui permet une vision commune de la vie, avec l'humour qui désarme. Le A comme amour, bien sûr. Sans amour, c'est juste 2 copains qui ont des relations sexuelles. Le R comme respect, et est-ce encore utile de dire pourquoi c'est si important le respect, et puis le E comme engagement. Pour résumer, sans complicité on doute, sans amour l'histoire ne peut guère durer, sans respect on se trompe ou on se quitte pour un rien, et sans engagement, idem, on n'avance pas beaucoup ensemble. Donc il faut être dans le care pour votre couple, pour que le couple dure longtemps. Voilà, c'est un joli moyen de se souvenir de l'essentiel. Très joli. Voilà. Et puis c'est valable pour peut-être aussi une relation avec un animal. N'est-ce pas, Agathe? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Daquet. Je suis tellement heureuse de vous entendre, Brigitte. Je vous aime tellement. Je me réjouis de votre existence. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup, Agathe. Oui. Vous nous apportez tellement de solutions, de conseils. Voilà, on se sent mieux grâce à vos conseils. D'ailleurs, je me demandais s'il fallait absolument passer par le porno pour arriver jusque-là. C'est pas forcément nécessaire, non, je ne sais pas. Je pense quand même qu'il faut passer par des épreuves pour être capable d'avoir envie d'aider les autres, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Daquet? Oui, ça s'appelle des rites de passage. D'accord. Dans les traditions. Donc, En fait, la vie, c'est une succession de rites de passage qui sont quelquefois conscientisés, quelquefois pas conscientisés. Mais les épreuves que nous vivons nous font grandir quand on arrive à les dépasser, les comprendre et les surmonter. C'est des rites de passage. D'ailleurs, dans les sociétés traditionnelles, dans le monde entier, il y a vraiment des rituels quelquefois qui sont un peu durs, parce qu'il y a le rituel de passage qui fait qu'il y a eu avant et après. Eh bien, ce qu'on peut vivre aussi au niveau du corps, au niveau de sa sexualité, on vit des rites de passage. Des choses merveilleuses, mais aussi des échecs, des épreuves quelquefois. Et on peut les dépasser quand on prend conscience que ce n'est qu'un rite de passage, grandir et monter vers ce qui est le plus absolu. C'est-à-dire, finalement, vous l'avez dit, Brigitte, cet amour. Il ne peut pas y avoir une belle sexualité sans amour, je crois. Autrement, c'est de la consommation. En parlant d'amour, donc je voulais témoigner sur ce sujet parce que en fait, moi, on avait eu un chien quand j'étais petite et quand elle est morte, j'ai beaucoup souffert et je ne voulais plus avoir d'animaux. Et j'ai eu la chance d'entendre à la radio une personne qui a créé le site Empreinte mon toutou pour les gens qui veulent offrir du temps en ayant un chien sans forcément l'avoir tout le temps. Ça fait qu'on échange, on se met en relation avec des gens qui ont des chiens et nous, on propose du temps pour des gens qui ne veulent pas avoir un chien parce qu'ils ont peur de souffrir de la séparation, pour des personnes âgées qui ne pensent pas forcément pouvoir les garder jusqu'au bout, vous voyez. Bien sûr, et oui. donc, j'ai commencé par ça en gardant des toutous et puis c'est du bénévolat. Et donc,
j'ai commencé à garder des chiens et puis un jour, une chienne que je gardais, les propriétaires ne pouvaient plus la garder. La récupérer, oui. Et oui, ils ne pouvaient pas pour des raisons. Ils ont dit on va devoir lui trouver une famille. Oh là là. Et moi, je ne voulais pas de chien. Alors, j'étais triste pour elle. Et puis finalement, j'ai fait sauter le pas. Je l'ai gardée, ma petite gâtée d'amour. Et pour dire que je me suis rendu compte avec cette expérience que j'avais besoin de m'occuper de quelqu'un, comme quand j'étais avec une relation avec quelqu'un, d'un être vivant. Et le fait de prendre soin de mes toutous, parce que j'en garde toujours, ça me faisait énormément de bien. Parce que je les considère, en fait, je les considère beaucoup. En fait, je dois les considérer comme j'aurais aimé qu'on me considère quand j'étais petite. Comme dirait Brigitte Lahaie, je soigne la petite fille qui est en moi. Et donc, je leur apporte beaucoup d'attention. Voilà, il n'y a pas de cris. Mais l'avantage en plus, quand on soigne un chien, quand on donne de l'amour à un chien, c'est on a la réponse immédiate. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les humains. Eh oui. Et puis, en fait, j'essaie de les rendre heureuses. Et le fait de les rendre heureuses me rend heureuse. Bien sûr. Comme j'ai de la chance d'être dans la nature en même temps, donc on fait des grandes promenades et en liberté, sans laisse, et je les vois heureuses et ça me comble de joie, quoi. Voilà. Donc parfois je pense quand mon petit toutou va partir, des fois j'y pense, alors je dis je t'apporte, et parce que je leur parle aussi, vous voyez. Je leur parle, quand je les caresse, je leur parle à l'oreille doucement, comme ça, je dis je t'apporte tout l'amour que tu me donnes. Voilà. En fait, je dois soigner un peu la petite fille qui est en moi, qui avait besoin d'attention, quoi. Et mes toutous, ils sont gorgés d'amour, vous voyez, et de soleil. Je leur fais aussi des massages. Voilà. Je prends soin d'elles. Et dans son ancienne famille, elle n'avait pas le droit d'aller sur le canapé. Et bon, ben là, elle n'avait pas le droit d'aller sur le lit. Bon, ben là, c'est moi qui la prends et qui la pose sur le lit. Voilà, donc on partage beaucoup. Et c'est une période, depuis que je me suis occupée des animaux, parce que j'en garde d'autres, et ben, je suis heureuse. Voilà, elle m'apporte beaucoup d'amour. C'est comme des enfants avec des poils autour, si vous voulez. Je peux me permettre de vous faire une remarque. Ce que vous enseigne l'animal, votre chienne, ce que vous avez acquis, ce que vous avez senti dans votre cœur, vos émotions, vos sensations, vous pouvez, maintenant que vous avez fait renaître cela, qu'elle vous a aidé à faire renaître ça, vous pouvez le partager aussi avec des humains, vous savez. Oui, mais je suis aussi plus apaisée. Alors, bon, il y a le fait que je ne travaille plus. Bon, déjà, ça fait que je passe énormément de temps avec elle. Et même l'autre fois, je me disais, mais j'ai pas besoin de partir loin pour être bien tant que vous êtes près de moi, mais tout, je suis heureuse, vous voyez. Alors, évidemment que je peux voyager, tout ça, c'est autre chose, mais de les avoir près de moi, de les voir heureuses, voilà, ça me comble. Mais alors, je pense ce que vous a dit Patrick Daquet est intéressant. Bien sûr que vous pourriez maintenant, mais peut-être que vous avez encore besoin de guérir la petite fille avant de pouvoir, avant que la femme Agathe puisse aller vers un homme. Il y a peut-être encore du travail. C'est-à-dire que avec des humains, j'ai dit. J'ai pas pensé spécialement à un homme, mais des humains, quoi, nos frères et sœurs humains, en humanité. Mais parce que vous devez. Excusez-moi, je m'étais mal exprimé. Ce qui est important, c'est de donner ce que vous avez pu donner à cette chienne, ce qu'elle a permis que vous puissiez donner. Maintenant, je pense que vous devez le semer comme on sème un champ pour qu'il y ait une récolte. Faites-en profiter à vos frères et sœurs en humanité. Ils en ont besoin aussi. Je le fais. Seulement, je me suis rendu compte qu'en vivant avec des personnes, je me rendais compte qu'au bout d'un certain temps, ça n'allait plus. La personne m'énervait, voilà, bon. Et je me suis rendu compte que c'était parce que j'étais obligée de faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Vous voyez, des concessions, j'en faisais, mais... Et là, je vis comme j'en ai envie. Voilà.
Je mange quand j'ai envie. Mais peut-être. Alors, j'entends très très bien ce que vous dites, Agathe. Hein. Je crois que c'est ça toute la difficulté, c'est que il faut arriver avec les humains à se faire respecter au premier signe. Et très souvent, quand on est encore un peu blessé, on n'ose pas s'affirmer et on n'ose pas suffisamment se faire respecter. Et du coup, on fait en effet des tas de concessions et à un moment donné, on se dit non, je préfère les animaux. Vous voyez, c'est ça. Vous me l'avez appris. C'est une histoire de respect. Donc je ne me respectais pas, mais je ne m'en rendais pas compte. Parce qu'on essaie de faire le mieux pour l'autre. Bien sûr, bien sûr. Et malheureusement, Agathe, je ne sais pas si Patrick sera d'accord, mais malheureusement, il y a énormément de gens qui savent profiter allègrement de ceux qui sont prêts à beaucoup donner. Donc évidemment que c'est tout à compliqué. fait. Mais il y a aussi beaucoup qui profitent des animaux et qui c'est une sorte de maltraitance émotionnelle. Alors c'est pas votre cas, Agathe, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à pas nécessairement un homme, hein, un humain, une femme, un homme, un grand-père, grand-mère, des relations, d'accord. Maintenant de semer ce que cet animal vous a appris, ce que vous avez appris à l'animal, puisqu'il y a un bel échange, et ça c'est possible, on peut y arriver avec des humains, je vous assure. Il y a le fait aussi que maintenant, comme je ne travaille pas, je suis plus calme, vous voyez, parce qu'avant j'étais tout le temps stressée. J'avais toujours quelque chose dans ma tête qui voulait toujours faire bien, courir, tout ça. Et là, c'est l'avantage de l'âge. On est plus proche de soi-même. Et maintenant, grâce à Brigitte Lahaie, j'ai compris qu'il fallait me faire respecter. Je ne le savais pas. Et bien maintenant que vous le savez, ça va marcher, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir. Merci beaucoup Agathe, en tout cas, merci de Bravo, cet échange. Agathe. Et puis je crois qu'on a notre gagnante, c'est Nathalie qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. C'est donc vous qui êtes la 13e à avoir appelé le 0826 300 300 et donc je vais vous dire ce que vous avez gagné. Vous avez gagné une carte cadeau d'un montant de 200 €. Vous pourrez vous offrir des bracelets Le Vent à la française. C'est une marque de bracelets mixtes d'excellence, 100% française, avec des matières confectionnées main, garantie à vie, ajustables et personnalisables. C'est donc des bracelets tendance disponibles dans plus des 1000 magasins. Et surtout, bien sûr, on peut aller également sur le site leventealafrançaise.com. Voilà ce que vous avez gagné, Nathalie. Félicitations en tout cas. Formidable. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, ça continue, bien sûr, le grand sapin de Noël sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Vous pouvez peut-être doubler vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Daquet est avec nous. Vous êtes également l'auteur de ce livre qui raconte votre histoire, l'histoire d'un homme ordinaire qui devint chaman celte aux éditions Vega. Et avec vous, on essaye de mieux comprendre pourquoi la nature, les animaux nous font tellement de bien. Et nous avons Delphine qui va nous raconter en effet en quoi c'est un chien, hein, je crois, qui vous a... Vous dites sauver la vie, peut-être pas quand même. Si, Brigitte, je le dis ça, c'est celui qui m'a sauvé la vie. Racontez-nous alors. J'ai toujours été attirée par les chiens. Depuis l'âge de 1 an et demi, j'ai toujours eu un chien dans ma vie. Il y a 15 ans, je suis venue vivre dans le sud suite à mon divorce. Et mon ex-mari avait eu la garde de mes enfants. Donc c'était très très dur pour moi. Arrivée dans le sud, je connaissais personne, à part mon conjoint, mon nouveau conjoint, qui lui n'avait jamais eu d'animaux. Et pendant 1 an, j'étais vraiment pas bien. Et donc je lui ai dit, je peux pas vivre sans animaux, j'avais plus de chiens, plus de chats. Et donc un jour, il a dit, bon, on va aller adopter, on va à la SPA des Baux-de-Provence. Et là, j'ai rencontré un petit cairn terrier, ces petits chiens écossais. Il était tout triste dans sa cage et j'ai dit c'est lui. Alors, mon mari lui voulait plutôt comme les enfants un chiot de labrador où il y avait des chiots labrador et des bernais, des bergers bernais. J'ai dit non, moi je veux pas un grand chien, je veux un petit chien parce que je vais voyager, je vais le prendre avec moi quand je vais régulièrement dans le nord.
Et puis on l'a pas pris tout de suite. C'était en juillet 2010. Oui. Et en septembre, mon mari, voyant que j'étais vraiment pas bien, m'a dit on retourne à l'SPA. J'ai dit s'il est là, c'est lui. C'est fou il comme était là. aussi on se reconnaît. Hein, j'entends oui. ça souvent. Oui. Oui. Et ce chien m'a aidé énormément. Il est décédé il y a 1 an. Je l'ai gardé pendant 14 ans et c'était l'amour de ma vie. C'est un chien humain, c'est un chien qui me comprenait, qui comprenait tout le monde. Tous les gens qui ont rencontré Adox sont tombés amoureux de lui. Mais en plus, j'ai entendu que vous aviez donc plus la garde de vos enfants, donc vous aviez besoin tout cet amour maternel avait besoin de se reporter sur un objet. Et quand je dis objet, c'est au sens psychanalytique, hein, bien sûr. Je ne traite pas les chiens d'objets. Et quand je l'ai rencontré à l'SPA, m'a dit bon, c'est pas un chien compatible avec les chats. Adox, on cherchait une maison à acheter avec mon mari et un jour il aboie. Il aboyait jamais ce chien, donc je dis c'est pas normal, il aboie. On dit non, on visitait cette maison, il y avait un grand jardin et il nous a trouvé un chaton qui avait quelques jours, qui était rempli de tiques et que la maman avait dû certainement le laisser. Et en fait, mon mari qui avait jamais eu d'animaux, bon avec moi il est gâté. Hein, il a eu des chats, des chiens, des lapins, des poules, on a tout à la maison. Hein. Et en fait, Adox s'est occupé de ce petit chaton comme si c'était de son bébé. Mais c'était un mâle, mon chien, c'était pas une femelle. Je l'appelais le papa poule parce qu'on a eu des poussins, il s'occupait des poussins. Les chatons, on a trouvé plusieurs fois, c'est lui qui s'en occupait. Donc il venait gratter à ma porte parce qu'on leur donnait le biberon. Il venait nous chercher pour dire c'est l'heure de la tétée. C'est lui qui les nettoyait, il s'en occupait comme une maman. J'ai voyagé énormément avec, je prenais le train. Les contrôleurs étaient charmés, ils ramenaient une gamelle d'eau Evian pour mon chien. Il était extraordinaire ce chien. On est parti vivre à Dubaï. J'ai pris mes chiens avec parce que j'ai pris après un 2e Cairn Terrier parce que le vétérinaire m'avait conseillé parce que j'étais très amoureuse de mon chien et ma grande peur c'était comment je vais être quand il sera plus là. Et j'aurais plus ce chien extraordinaire parce que c'est un chien qui comprenait tout. Et je pouvais l'emmener n'importe où. Et donc j'ai repris un petit Cairn, mais malheureusement il n'a pas le même caractère qu'Adox. Il est très gentil, mais il est plutôt introverti. Et donc j'ai vécu plein d'aventures avec mon chien. C'était un chien extraordinaire avec les enfants, avec les gens. Il sentait le danger, donc il nous prévenait. À Dubaï, là-bas c'est très dur pour les animaux, il s'est adapté, malgré qu'il y avait un souffle au cœur, c'était pas facile, mais il s'est adapté. Ensuite il a été vivre 1 an chez mes parents. Mais en quoi vous dites qu'il vous a sauvé la vie, Delphine ? Vous savez, Brigitte, quand on n'a pas ses enfants, surtout quand on a une petite fille de 4 ans qui réclame après soi et qui pleure, c'est bien ce que je plus d'une fois, j'ai voulu, je vous le dis honnêtement, hein, j'avais des idées noires. Et heureusement qu'il était là. C'est-à-dire, grâce à lui, vous n'avez pas mis fin à vos jours, en gros. Oui. C'est ça que vous dites. Je pense que les animaux le sentent. Parce que une fois j'étais sortie d'hospitalisation. Bénédicte vient de me montrer la photo d'Adoc. Oui. Il est mignon. Vous le voyez avec le petit Cairn Terrier, il est beige et Odéon est noir. Alors, Adoc est parti il y a 1 an. Donc ça a été très dur. Et je me dis, j'aurais jamais plus un chien comme lui. Et l'année dernière, au mois d'octobre, on habite à la campagne. On a un voisin maraîcher qui avait pris une petite malinoise, mais il s'en occupait pas. Donc je l'entendais hurler tous les jours. Donc le matin, avec Odéon, j'allais lui donner à manger et je la promenais parce qu'il fallait la sociabiliser. Moi, je veux pas un chien agressif à côté de chez moi. Donc le voisin me laissait faire. Mais cette petite malinoise, elle a fini à la maison parce que en fait, on pouvait plus se passer ni l'une de l'autre. Et pourtant, j'étais très j'aimais pas les grands chiens et le malinois me faisait peur. Mais la plupart des gens qui me connaissent, et surtout mon amie d'enfance, quand elle voit Maya, parce qu'elle s'appelle Maya, elle me dit mais c'est un signe d'Adox. C'est Adox qui te l'a envoyé. Parce que c'est dur, vous savez, quand on perd son animal. Moi, Adox, il faisait partie de moi, quoi. Et il est toujours là. Hein. Pour moi, il est toujours avec moi.
Oui, mais vous savez, Delphine, on met l'amour qu'on a à mettre, que ce soit dans un humain, dans un animal, et voire même parfois, ça peut être, je sais pas moi, une souris ou je ne sais quoi. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on y a mis qui fait que la perte est difficile. C'est ridicule quand on dit à quelqu'un, mais en temps, ce n'était qu'un chat, ce n'était qu'un chien. C'est-à-dire que c'est un manque de compréhension de la capacité de transfert qu'a l'humain. Et donc, il faut bien comprendre, de même qu'on peut mettre énormément d'amour dans sa voiture et pourquoi pas, et pourquoi pas dans un... Enfin, je veux dire, il faut accepter cette c'est une passion. Moi, mon mari, maintenant, il a compris. Il sait que je ne pourrai jamais vivre sans animaux. Et les animaux viennent vers moi, de toute façon. Souvent, je dis, j'ai pas besoin d'aller acheter un animal, il vient vers moi. Maya, elle est venue vers moi. Adox, c'était un coup de foudre, tous les deux, on s'attendait. Et quand on parle des animaux, je vous parle aussi de la nature, parce que quand j'étais très très mal, mon réconfort, ce qui m'aidait aussi, c'était de partir avec Adox, aller balader dans la nature, de retrouver l'essentiel en fait. Pour moi, c'est l'essentiel. Oui, et puis dans la nature, je trouve que l'intellect débranche un peu, donc on est un peu plus relié à sa nature profonde. Hein. C'est exactement. D'ailleurs, en parlant de nature, Patrick Daquet, on a parlé des arbres, on a parlé de la végétation, des animaux, on n'a pas parlé du minéral. Qu'est-ce que vous diriez du minéral ? Eh bien, évidemment, en tant que Breton, nous, on est un peuple minéral, oui, avec le granit. D'ailleurs, on dit souvent que les Bretons sont graniteux à l'extérieur et des cœurs d'artichaut à l'intérieur. Parce que c'est vraiment notre deuxième nature. On est en permanence lié au minéral. Alors, les pierres ont une particularité, c'est que aussi, elles ont ces capacités d'absorption également. Par exemple, dans des rites de guérison chez les Amérindiens canadiens, l'homme se couche dans une rivière, vous savez, ces rivières froides du Québec, là. Et l'homme médecine traditionnel va aller mettre des pierres sur le corps de la personne, ce qui fait que les pierres absorbent la douleur, la difficulté, et en même temps, l'eau de la rivière, l'eau de la cascade plutôt, ou du torrent, va nettoyer en même temps. Et c'est vrai que quand moi je l'ai reçu ça, et quand on sort de ce rituel, c'est incroyable comme on se sent, mais le monde nous appartient. C'est-à-dire que la pierre, je parle des pierres brutes, hein, des pierres graniteuses ou autres, et puis après il y a les pierres semi-précieuses, ça c'est plus commun. On sait très bien qu'elles ont des vertus multiples. Mais ce qui m'intéresse là, c'est l'aspect brut de la pierre traditionnelle, de nos pierres que nous avons dans nos chemins, dans nos falaises. Même les pierres calcaires ont des vérités guérisseuses avérées dans les régions calcaires. Il y a aussi des grands-pères et grand-mères qui utilisaient les poudres de pierre pour faire des soins, des enveloppements par exemple. Alors moi j'ai eu le droit aux enveloppements aux graines de moutarde. Je ne sais pas si vous avez connu ça, qui a été faite par les grands-mères, mais on y rajoutait aussi des pierres meulées, écrasées, des poussières de pierre qu'on mélangeait avec les graines de moutarde. Et on se sentait magnifiquement bien. Et on voit que tous ces soins traditionnels utilisent toujours la nature pour nous apporter les soins, ce qui est nécessaire. C'est finalement, tout ça c'est palliatif, ça nous aide. D'ailleurs, toutes les plantes guérissent les humains, y compris les médicaments d'aujourd'hui. Hein, on utilise bien sûr. Les molécules, enfin de toutes ces plantes. Et en réalité, que ce soit les pierres ou les végétaux, c'est comme les animaux. Vous parliez de transfert, Brigitte, c'est tout à fait cela. On va transférer nos souffrances qui vont être absorbées. Simplement, ce qui est bien aussi, à un moment donné, c'est d'en prendre conscience et de ne pas rester dans une sorte de consommation comme si c'était un dû. L'animal qui perçoit, qui mange toutes nos souffrances, et à un moment donné, il faut aussi être en empathie avec lui parce que lui aussi doit recevoir. Bien Alors sûr. C'est votre cas, Delphine, je doute pas, hein, mais il y a certains
mettre ce qu'on a déjà le mot de mettre, hein, avec des animaux qui abusent, hein, et ça s'appelle de la maltraitance. Ça, c'est autre chose, mais on parle plutôt de ce que les animaux nous apportent. Oui. En tout cas, merci beaucoup Delphine de votre témoignage. J'ai une petite devinette, je crois qu'elle va plaire aussi à Delphine. Quelle est la preuve que les humains ne se font pas confiance? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse, Patrick Daquet. La nature et les animaux peuvent nous aider à nous ressourcer. On en parle aujourd'hui avec Patrick Daquet. Venez participer à l'émission en appelant le 0826 300 300. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Daquet est avec nous et c'est un chaman, donc il nous rappelle que les vibrations entre la nature, les animaux et les humains, ce sont les mêmes et qu'il faut donc essayer peut-être parfois de mieux comprendre les humains en regardant la nature, encore que, comme je le dis souvent, la nature, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Et peut-être que c'est ça aussi l'humain, il est ni bon ni mauvais, il est. Oui, il est. Tout simplement, avec ses défauts, ses qualités, etc. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de ce livre, L'histoire d'un homme ordinaire qui devient chaman celte. C'est aux éditions Vega. Oui, pardon, allez-y, je vous ai écouté. Non, je voulais simplement dire que, je l'ai dit au préalable, tout est vibration, ondulation, selon la physique quantique. Et ce qu'on appelle les chamans, en fait, qui sont les hommes et femmes médecine traditionnels, dans tous les peuples, avaient compris cela. Et ils avaient une qualité, c'est de se mettre en syntonisation avec une autre vibration, une autre énergie, et de la percevoir. Alors on peut appeler ça esprit, ce que vous voulez. Moi je préfère dire les énergies, les vibrations. C'est plus dans ma vision des choses. Eh bien, quand le chaman se met en syntonisation avec une autre énergie, elle peut effectivement amener une guérison, un équilibre à quelqu'un qui est en déséquilibre vibratoire. Ce qui fait qu'on est tous en résonance. Ça aussi, la physique quantique l'affirme. C'est formidable, non? Ça veut dire qu'on peut avoir une relation égalitaire, vraiment, avec toutes les règnes de la nature, minérale, végétale, animale, et recevoir de leur part, mais aussi de leur donner quelque chose. Chez vous, vous avez des plantes grasses ou des plantes... mais attendez, passez à côté, frôlez-les en marchant, là, en sortant de votre douche. On a fait des expériences, hein, on s'occupe beaucoup d'une plante et pas du tout d'une autre. Il y en a une qui va fleurir et l'autre qui va mourir. Hein, exactement. Donc, ça a été largement prouvé de manière presque et ce qu'on va leur donner, Sylvie, ils vont nous le rendre. C'est ça, ces systèmes d'échange. Et depuis la nuit des temps, on sait qu'on peut retrouver sa nature par la nature, parce que nous sommes nous-mêmes nature. On n'est pas l'essence supérieure qu'on nous a fait croire. Alors, quelle est la réponse à cette devinette? Quelle est la preuve que les humains ne se font pas confiance? C'est une réponse avec un chien, hein. C'est tout simplement les aveugles qui préfèrent se faire guider par des chiens plutôt que par des humains. Ben oui, voilà, c'est ce que je suis désolé de constater, que chez les humains, il y a quelquefois beaucoup moins d'empathie que les animaux nous donnent. Karine est avec nous et je crois que vous allez vous entendre avec elle, Patrick Daquet. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Karine. Allez-y, je vous en prie. Ravie d'être avec vous là aujourd'hui. Eh bien, on vous écoute, allez-y, dites-nous. Oui, d'accord. Okay, racontez-nous ce que vous faites. Alors, ce que je fais, en fait, j'ai été appelée, moi, par le tambour intuitif. Donc, pour moi, c'est une belle reliance entre le monde végétal, le monde animal, tous les mondes, en fait. Moi, en ce qui concerne les animaux, je me suis posé la question encore il n'y a pas longtemps, savoir si je voulais un chat, parce que je suis plus attirée par les chats, on va dire. Et en fait, tout me dit que non, en fait, parce que j'ai pas envie qu'un animal dépende de moi. Et je n'ai pas envie de dépendre non plus de quelqu'un ou d'un animal. Et en fait, je suis en reliance quotidienne avec tous les animaux qui m'entourent. Dans la nature, donc, hein? C'est vrai que Karine, il n'y a rien de plus beau que dans la forêt, de se trouver face à face avec une biche et d'échanger un regard pendant quelques secondes. C'est une expérience amoureuse, magnifique. Exactement, et en fait je me rends compte de plus en plus, alors pour moi on a tous une âme, les animaux y compris,
Et en fait, je me rends compte que je dialogue avec un rouge-gorge, avec une araignée, avec... D'ailleurs, en ce moment, depuis quelques semaines, il y a une araignée qui est dans ma salle de bain et voilà, elle apparaît, elle disparaît, elle est là, je la laisse. Et en fait, on est tous reliés. Pour moi, on est tous reliés. Et ce qui compte, c'est l'amour qu'on est à partir du moment où on sait qui on est et qu'on rayonne de cet amour-là. Pour moi, la reliance, elle est toute naturelle et en fait, on fait partie d'un tout. Alors, avec votre tambour, Karine, vous envoyez une fréquence, un son, c'est une fréquence. Et ça crée des liens, justement, entre les ondulations et vibrations autres de la création, visibles et invisibles. Exactement. Et d'ailleurs, parfois, je fais des soins dans la journée et il y a une chouette dans le bois qui est j'entends son chant et voilà. Et ça m'anime et c'est une complémentarité et ça, pour moi, tout est message, tout est transmission et tout est énergie, comme vous le dites. Tout est énergie. C'est pas par hasard que les peuples traditionnels font des invocations vers les animaux de pouvoir, ce qu'on appelle. Exactement. C'est-à-dire que chaque être humain a un animal de pouvoir, ou même quelquefois plusieurs. Et ça, c'est universel. On le retrouve en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout, en Asie, en Afrique. Et est-ce que la symbolique des animaux est la même dans les différents continents ? Oui, on va retrouver les mêmes choses. C'est souvent lié à la force, à la conscience, au cœur, etc. Mais on va, par exemple, chez les Celtes, c'est pas les animaux. Oui, ça existe, parce que le sanglier, le cerf sont des éléments importants, mais ça va être les arbres. Les communautés traditionnelles étaient identifiées à des arbres. C'est-à-dire, il y avait le clan du chêne, le clan du bouleau, le clan de l'être, etc. Alors que chez les Amérindiens, les clans, c'était des animaux. Le clan de l'aigle, le clan du condor, etc. Et ce qui fait que dans les temps anciens, quand un être humain était du clan du chêne, par exemple, il pouvait traverser, marcher dans la campagne et il allait arriver dans une communauté et il retrouvait automatiquement quelqu'un qui était du clan du chêne. Il avait donc une sorte de famille, de cousinage qui se faisait entre les porteurs du même clan, même nom de clan. On trouve ça aussi chez les Amérindiens. Donc on voit que l'animal est central dans toutes les pratiques traditionnelles puisque ce sont des peuples à part entière et donc on a une sorte de fraternité entre tous les peuples. Et ça, c'est à retrouver, nous, le peuple des Blancs, la Voix Blanche, c'est de retrouver cette confraternité avec tous les règnes de la nature. On a été un peu, Brigitte, on nous a un peu lavé le cerveau, on nous a fait croire que nous étions les seuls à l'image de Dieu dans certaines religions. Aujourd'hui, on se rend compte que tout est fréquence ondulation, qu'il n'y a pas de hiérarchie et que tout est en résonance. On revient à une pensée plus traditionnelle qui, à mon avis, va permettre peut-être d'être un peu plus écologique, puisque c'est le mot actuel, et de permettre que notre société retrouve des équilibres alors que nous sommes en plein déséquilibre. Oui, la nature... Si on s'éloigne de la nature, on crée un déséquilibre et on crée notre fin. Excusez-moi de vous couper, Patrick Daquet, mais en même temps, il faut il faut voir les choses avec une certaine intelligence, parce que quand on voit, encore une fois, moi j'adore les animaux et je les respecte, et je suis contre l'élevage en batterie, etc. Mais quand on voit dans le mouvement animaliste qui prend de l'ampleur, on voit quand même certains fanatiques qui sont un petit peu extrémistes. Tout à fait, aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu entre le respect de l'animal et puis le fanatisme stupide. Hein. Brigitte, vous le savez, mais aussi Karine, vous le savez, le fanatisme se loge partout. Dès qu'il y a un groupe d'humains, il va y avoir des intégristes, des fanatiques. Bien sûr. C'est pas la croyance qui pose le problème. C'est quand l'intégrisme ou le fanatisme se met dans la croyance. Et on va la retrouver aussi dans les animistes, pas les animistes, mais comme vous avez dit, là, je sais pas comment vous avez dit. Les animalistes. Oui, parce que les animistes, c'est les pratiques... Animiste ne vient pas de animaux. Je l'avais cru pendant très longtemps. Animiste vient de âme. Âme, oui, bien sûr. C'est-à-dire que... Et animalistes, c'est les animaux. Voilà, les peuples animistes sont les peuples qui ont toujours su que toute création des 4 éléments avait une âme, un esprit. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est très bien. Mais même là-dedans, je suis sûr qu'il peut y avoir des intégristes. Oh, partout. Il me semble important, justement, que ce soit dans le monde, au niveau humain, humainement parlant,
le monde entier. Et individuellement, il est intéressant de trouver l'équilibre. C'est l'équilibre qu'il est intéressant de trouver en soi et dans le collectif. Et du coup, il est peut-être parfois nécessaire d'en passer par les extrêmes pour trouver cet équilibre-là. Et c'est pour ça que tout est intéressant, toute expérience est intéressante à prendre et à comprendre, à conscientiser pour après arriver à cet équilibre. Alors ça se fait pas tout seul. C'est pour ça que moi je suis très optimiste concernant notre monde futur, parce que je crois qu'on en revient à l'essentiel justement à faire du lien entre ces mondes. Voilà. Karine, je vous écoute avec attention. Vous savez qu'on vit une année difficile, 2024. Il faudrait être ignorant. Même en étant ignorant, en n'écoutant pas les infos, on est au courant. Parce on le voit dans notre vie, dans notre environnement. Mais il faut savoir que, effectivement, on annonce des jours meilleurs. 2026, semble-t-il, va être une année magnifique. Et il faut toujours un chaos pour renaître à quelque chose d'autre. Et c'est en permanence comme cela. Moi, ce que je veux dire, si on revient à la nature, c'est les humains ont oublié qu'ils étaient de la nature. Qu'on est un élément de la nature et qu'on n'est pas supérieur et qu'on n'est pas les maîtres de la nature. On est un des éléments de la nature, et cette conscience-là, qui est l'ère du Verseau, va peut-être nous permettre d'échapper à une catastrophe annoncée. Parce que si on commence à regarder les végétaux, les animaux, on vient d'en parler avec les chiens et les chats, mais avec les minéraux aussi, c'est très important. On va être au seuil d'un désastre écologique, puisque on va commencer à tirer des minerais partout pour les voitures électriques, etc. Ça va pas résoudre le problème de la pollution. On risque d'abîmer complètement nos montagnes et nos terres. Donc il va falloir que vraiment la guérison passera par la conscience. De prendre conscience vraiment que ce que l'on fait à la nature, on le fait à soi-même. Exactement. Et juste, je voulais vous dire que par rapport à ce que vous dites, on en a pris conscience. On a fait un pas de plus lors de cette expérience de 2019-2020, Covid, où on voit que le monde animal a repris sa place et où les animaux se sont baladés. J'aimerais vous croire, mais j'ai pas l'impression que l'humanité ait réellement pris conscience du message du Covid. Mais bon, moi je reste quand même aussi, Karine, je reste aussi positive. Et puis, vous savez qu'en astrologie, Pluton va rentrer en Verseau, et ça c'est quand même assez intéressant aussi sur un plan astrologique. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Merci Karine, en tout cas, merci beaucoup. Merci Karine. Je me permets de vous offrir un de mes livres, et vous laissez votre adresse au standard, et je vous le dédicace à Karine. Oh, merci infiniment. Ainsi qu'à Delphine, Agathe et... Alors, ainsi qu'à Karen, Delphine et Agathe, c'est ça? Oui, voilà. Vous offrez 4 livres. J'ai amené 4 livres, donc voilà, les 4 premières auditrices vont avoir une dédicace, et on leur fera parvenir par Sud Radio. Absolument. Merci Karine, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. C'est Noël, hein. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Daquet est avec nous et il nous explique pourquoi la nature, les animaux nous font du bien, nous font nous sentir en meilleure forme. Et vous avez déjà donné beaucoup d'explications. Les végétaux et les minéraux aussi. Oui, les végétaux et les minéraux. Et puis peut-être aussi les étoiles, la Lune aussi. On sait l'influence de la Lune sur l'humain. Bien sûr. La nature, c'est le cosmos, c'est tout. Hein. Pour revenir, je vous reparler des étoiles après, mais j'aimerais parler d'expériences que j'invite nos auditeurs et auditrices à faire. Mais asseyez-vous, mettez-vous, fermez les yeux devant des orties qui piquent les pieds, là, vous savez, qui piquent les mains. Et puis, ouvrez votre cœur et envoyez de l'amour à une ortie. Ça vous amuse, là, en m'entendant. Hein. Et ce que vous allez faire après, vous allez... Ça m'amuse parce que j'en ai arraché beaucoup cet été. Hein. Et ça pique. Hein. Et là, vous allez prendre l'ortie par sa base et vous allez, quand vous serez bien en état de... Sans gants ? Sans gants. Ah oui. Et vous allez monter et vous allez voir, miracle, que vous ne serez pas piqué par l'ortie.
Faites l'expérience, croyez-moi. Alors, si vous êtes dans le mental et que vous dites « Oh là là, j'ai peur et tout », ça marchera pas. Il faut vous laisser aller totalement et vous vous mettez en reliance avec l'ortie et vous envoyez de l'amour, tout simplement. Et vous prenez et vous remontez comme ça toute l'ortie. Mince, Patrick avait raison. Alors, il y en a d'autres, Patrick avait tort parce que ça va vous piquer. Ben, il faut vraiment être en symbiose, en résonance avec la plante. Nathalie est avec nous maintenant. Bonjour Nathalie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ravi de vous parler. Merci Nathalie. Alors, vous êtes avec les chats, vous, hein, je crois. Voilà. En fait, j'ai eu un chat que mon frère m'a donné. Je suis tombée malade, donc je travaille à domicile. Et tous les chats abandonnés, en fait, prennent domicile chez moi. Donc je me retrouve avec 6 chats. Bon, ils ne sont pas venus tous en même temps. C'est un refuge. C'est presque un refuge maintenant, mais bon, j'arrive pas. J'ai pas réussi à fermer la porte. Ben non, mais à partir du moment où une porte est ouverte, hein, et à la base, elle n'était pas ouverte, mais c'est qu'ils sont venus devant chez moi. Et... Ils ont dû se donner le mot. Hein. Allez chez Nathalie, il y a le gîte et le couvert. Moi, ce que j'aime bien, Nathalie, dans votre témoignage, vous allez développer, bien sûr, mais c'est que votre porte est ouverte, c'est-à-dire que l'animal peut rentrer mais sortir. C'est-à-dire qu'il reste libre. Et je trouve ça magnifique. Il reste libre, mais il reste beaucoup dormir. Sa liberté, c'est de dormir chez vous. C'est ça. On dit qu'il rentre dans des maisons où il y a des bonnes énergies. Exactement. Ils vont pas... pourtant, j'étais malade. C'est bizarre. Ça vous a fait du bien, d'ailleurs ? Oh là là, ça m'a changé. Ah ben voilà. Complètement. Je me suis rapprochée de la nature, je regarde le ciel, le sol, et les animaux. Vous êtes en meilleure santé maintenant ? Oui, et sans traitement. Eh bien voilà, vous avez la preuve vivante que les chats sont venus à vous et vous ont apporté ce que vous aviez besoin parce que vous l'avez accueilli avec votre cœur. C'est ça, ce que l'humain ne m'a pas apporté en fait, je pense. Ou que vous n'avez pas su trouver. Vous savez, je crois qu'il faut aussi ne pas... Enfin, je veux dire... Oui, j'étais fermée, sûrement. Voilà, je crois qu'il faut aussi se responsabiliser sur sa propre histoire. Après, on a tous vécu des choses très désagréables avec des humains, et puis on a parfois été très fermés. Je crois que c'est important quand même toujours de se responsabiliser. Après, encore une fois, je suis d'accord avec vous, Nathalie, il y a des humains qu'il vaut mieux fuir, hein, on est d'accord. Je pense que j'ai été, le contraire, très ouverte. Vous voyez ? Trop peut-être. Trop ouverte, c'est ça. Il y a des chiens qui mordent et des chats qui griffent aussi. Hein. Oui, mais là, vous avez eu affaire à comprendre pourquoi, en fait. Vous avez eu affaire à des animaux guérisseurs, puisque le lien qui s'est fait entre vous et eux, c'est un lien d'amour. C'est un lien d'amour. En fait, ça m'a aidé à ouvrir mon cœur et mon âme. Voilà. Oui, bien sûr. Mais je reviens sur ce que vous dites, Patrick Daquet. Bien sûr qu'il y a des chiens qui mordent, et on sait que les 3/4 du temps, c'est des mauvaises expériences qu'ils ont vécues et qui les rendent dangereux. Et je crois que c'est pareil avec les humains. Les humains qui sont des mauvais humains, c'est souvent aussi des mauvaises expériences en amont. Hein. Donc, soyons quand même aussi toujours indulgents. Parce que c'est pas... Bien sûr. Après, je crois qu'on peut réparer ces blessures et en faire justement des perles, comme on dit. C'est ça. Et vous voyez, tout à l'heure, vous parlez de végétation qui poussait. J'avais pas la main verte. Et maintenant, je plante quelque chose, ça pousse. Eh bien, vous voyez, alors essayez, vous avez entendu pour les orties, hein ? Oui, je vais le faire. Vous allez le faire, Nathalie, hein ? Oui, je vais faire. Et téléphonez à Brigitte pour lui dire que ça marche. Et si ça pique, recommencez le lendemain. C'est pas grave si ça pique. Non, ça pique pas, vous allez voir. Franchement, votre cœur est ouvert et vous allez être surprise. C'est magnifique. Ça a été un mal pour un bien, mais je suis ravie d'être devenue comme ça. Et voilà. Vous voyez comme quoi toute épreuve peut nous faire... Voilà, exactement. Grâce à votre maladie aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Quelque part. Je suis pas en train de... Et que, voilà, ça a été mon chemin. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'il faut voir la maladie, les épreuves qu'on traverse. Il faut les voir comme des épreuves qui nous permettent de grandir. Et comme ça, on s'améliore. Hein. C'est des rites de passage. Exactement.
C'est comme ça qu'on se guérit. Eh ben merci Nathalie Merci d'avoir pris Nathalie. Merci à la vous. parole. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause sur Sud Radio, mais vous pouvez vous aussi réagir 0826 300 300. On se retrouve avec le sexe au conseil. Est-ce que les hommes aiment tous les gros seins? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors Patrick Daquet, les hommes aiment-ils tous les gros seins? Alors ça c'est pas si sûr. En tout cas les seins sont un symbole féminin, ça je crois qu'il faut le savoir. Et à tel point que ce sont les seins qui représentent la féminité, comme c'est le pénis qui représente la masculinité. L'abondance, la vie. La nutrition aussi. Hein. Oui, le sein tout à fait. est aussi l'élément qui donne, qui nourrit le bébé. Et en même temps, c'est toute la, j'allais dire, le côté paradoxal des seins, puisqu'ils peuvent être à la fois érotiques ou maternels. Et c'est vrai que les deux ne se conjuguent pas si facilement. Par exemple, il y a des femmes qui, à partir du moment où elles ont eu un enfant et elles ont allaité, elles ne supportent plus qu'on leur caresse les seins. Alors, contrairement à ce qu'on croit, tous les hommes n'ont pas une préférence pour les gros seins. Certains sont même inquiets face à une trop forte poitrine, parce que ça les renvoie à une mer envahissante qui pourrait les étouffer. Et certains anthropologues pensent qu'à l'origine de l'humanité, les femmes n'avaient pas vraiment de seins et que c'était donc les fesses, le symbole sexuel attractif des femmes. Et d'ailleurs, suivant plusieurs enquêtes sur la sexualité, sur l'érotisme, etc., les fesses arrivent en tête en ce qui concerne les attributs féminins les plus excitants pour l'homme. Donc, contrairement à ce qu'on croit, les fesses sont plus excitantes pour un homme que les seins. Mais en même temps, les seins restent le symbole de la féminité, évidemment. Hein. Alors, ce que je voulais juste aussi signaler, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas leurs seins, qui voudraient se faire refaire les seins. Eh bien, peut-être qu'il faut qu'elles y réfléchissent à deux fois, parce que en général, les hommes n'aiment pas les seins refaits. Donc, gardez vos seins, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils vous plaisent ou qu'ils ne vous plaisent pas. Ce sont les vôtres et c'est votre féminité. C'est le symbole de votre féminité. Donc, n'y touchez pas. Voilà. Je profite de cette jolie intervention pour dire que dans les traditions celtiques, on l'appelle Dana, qui représente la terre-mère et qui est tout en rondeur. C'est-à-dire que les hanches, les épaules, en fait, c'est tout en rondeur. Hein. Les seins, les fesses, tout est en rondeur. Les jambes, c'est vraiment un cercle circulaire. Et à la fois, on a retrouvé, et ça c'est exposé au musée de Saint-Germain-en-Laye, d'ailleurs une des plus anciennes représentations trouvées en France de la mère-terre, on a retrouvé des statuettes qui symbolisent aussi la terre-mère, très fines, très longilignes, très élancées, le contraire de Dana ou de la Dana traditionnelle qu'on voit. Hein. Et c'est intéressant de voir que les deux représentations existaient, et il n'y en a pas une qui était plus importante que l'autre. Alors aujourd'hui, les représentations, on focalise beaucoup pour les rondeurs, mais il y avait aussi cet aspect longiligne qui symbolisait la terre-mère et qui symbolisait la mère nature et l'abondance. Et voilà, c'est intéressant. Hein. Allez au musée de Saint-Germain-en-Laye, d'ailleurs, où il y a des pièces qui sont extraordinaires. C'est le musée national d'archéologie, et vous allez retrouver toutes les représentations féminines possibles, imaginables dans nos traditions celtes. Absolument, intéressant. Oui. Sarah est avec nous maintenant. Bonjour Sarah. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Sarah. Merci de réagir, allez-y, je vous en prie. Moi je trouve ça absolument passionnant, c'est un thème qui m'est cher, parce que comme vous le savez peut-être, je suis la présidente de Pronatura France, qui est la plus grande association de protection animale de France. C'est-à-dire qu'on protège en fait tous les animaux. Aussi bien les insectes que les reptiles, que les mammifères, tout. Et vous avez eu un mot-clé tout à l'heure, Brigitte, qui était les animalistes. Et vous avez tous parlé, ainsi que les intervenants, du lien homme-animal. Mais il y a très peu de gens qui savent qu'il y a des forces à l'œuvre pour rompre ce lien homme-animal, et que d'année en année, les lois interdisent de plus en plus d'animaux. Et des lois qui veulent protéger la biodiversité font en fait le contraire. Oui, absolument. Et donc entraînent des abandons massifs, entraînent des disparités. Par exemple, il faut savoir que les espèces non domestiques, dans les zoos, vous n'en avez que 200.
parce que les zoos ont une perspective spectaculaire. Mais c'est grâce à des passionnés qui ont élevé telle ou telle variété qui n'intéresse personne que la biodiversité demeure. Or, il y a énormément de lois qui sont prises sous la pression des animalistes justement, et qui ont pour effet que les Français n'ont plus accès à tel animal, et cela de plus en plus. Et dans un silence total, c'est-à-dire que personne ne le dit, les médias ne veulent pas en entendre parler, parce qu'il y a 2% d'animalistes qui interdisent à 98% des gens leur bonheur, leur lien à l'animal, et ça c'est affreux, c'est horrible. Oui, donc vous êtes assez d'accord avec ce que je disais, c'est qu'il y a un petit peu de fanatisme dans ce parti, au fond. L'intégrisme, dans toute chose. Oui, on a retrouvé. C'est-à-dire que ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire que l'intention est de protéger l'animal. Mais c'est le postulat de base qui est faux. C'est-à-dire qu'il part du principe que l'homme et l'animal sont au même niveau. Alors, et j'ai entendu des gens le dire. Alors, il n'y a pas une question de niveau. Mais il ne faut pas dire l'homme doit dégager de la planète pour laisser de la place à l'animal. Non, Sarah, Par contre, il faut, si vous voulez, ce que font les gens que je représente, c'est de s'occuper de la propagation de ces espèces pour qu'elles disparaissent. Et ça, c'est très important. Et là, les animalistes disent, on s'en fiche, c'est la nature, s'ils doivent disparaître, ils disparaissent. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Sarah, je voulais simplement dire une chose, je suis sûr que nous sommes d'accord tous, c'est qu'on a oublié quand même l'essentiel. C'est qu'il existe 3 règnes et pas 4. Il y a le minéral, le végétal et l'animal, dont les humains, nous sommes des animaux. Totalement. Vous avez et le totalement fait d'avoir scindé les humains du règne animal pour des raisons religieuses, eh bien, on fait que justement, on est parti dans des travers inconscients même. Oui, et d'ailleurs, si on va à l'origine de l'humanité, faisons un petit peu d'anthropologie, parfois c'est nécessaire d'être un petit peu plus, de voir d'où on vient. Eh bien, l'humain n'avait pas d'armes autres que la lance, ou etc. Et il luttait à armes égales avec les animaux. Il est évident qu'aujourd'hui, avec un fusil, le chasseur, il a aucun mal à tuer n'importe quel animal, et c'est plus, il est évident que nous sommes en tant qu'humains plutôt des prédateurs que des proies, si je puis, vous êtes d'accord avec ça, Sarah? Sauf qu'on est des prédateurs archi-armés, et donc la lutte n'est plus du tout égale. On est prédateurs aussi avec nos frères humains et nos sœurs humaines. Oui, ça je... c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, si vous voulez, le problème c'est qu'on passe son temps à idéologiser quelque chose que la nature a calculé. Et vous avez raison de le rappeler. C'est-à-dire que nous sommes des prédateurs, mais certains animaux le sont aussi. Bien sûr. Donc, quand vous voyez qu'il y a des zoos où les animalistes interdisent, par exemple, la viande, on a l'exemple du zoo de Pont de Scorff, où on a essayé de rendre les lions et les tigres végétariens. Avec comme effet la mort de... ils ont jeté 32 tonnes d'animaux morts. Ouais, c'est affreux. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais bien sûr. Il suffit. La nature est un équilibre. Il faut penser les choses comme équilibre. Je rappelle, excusez-moi Sarah, je rappelle un truc que vous connaissez par cœur évidemment, vous, mais que je veux dire aux auditeurs. Il faut voir dans la nature, quand un animal est une proie, elle met plus de bébés au monde. Quand c'est un prédateur, il met moins de bébés au monde, parce que pour survivre, il faut en mettre beaucoup au monde quand on est une proie. Voilà, c'est une logique de survie de l'espèce. Il n'y a pas à y voir la main de Dieu ou de je ne sais quoi. Oui, mais justement, il y a en ce moment une dérive anthropomorphiste qui vise constamment à dire, regarde, vous savez, et c'est ça le problème, c'est qu'il faut repenser la nature comme un tout. Et par exemple, la chasse est nécessaire parce que c'est une régulation. Je suis d'accord. Pas quand elle est industrielle. La chasse, c'est vrai que les chevreuils, par exemple, n'ont plus de prédateurs. Et quand on fait des élevages de faisans pour les tirer... Non, ça c'est autre chose. Mais les sangliers, par exemple, sont en train de proliférer de manière excessive. Non, mais moi, je m'intéresse énormément à la nature et aux animaux. Sarah, je suis 100% d'accord. Et merci d'intervenir, parce que vous êtes, si vous êtes présidente, vous savez de quoi vous parlez. Peut-être bien mieux que moi. En tout cas, Sarah, les humains s'autodétruisent entre eux, ils s'autorégulent.
Pas vraiment, hein. Pour l'instant pas vraiment, hein, parce que si on regarde le nombre d'humains sur la... On va être à 8 milliards bientôt. Excusez-moi, mais pour l'instant, oui. Il faudrait quelques Covid pour réguler. Oui, c'est pour ça, avant de vouloir réguler les sangliers, il faudrait aussi qu'on régule. Non, moi je crois que vous avez le sens de la sagesse dans vos paroles. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre naturel qui doit se faire. Et dès que l'humain met son nez quelque part, en général, ça se termine pas bien. Non, mais si on mettait un peu plus d'intelligence, de sagesse intelligente, est-ce que vous essayez de faire, Sarah ? On arriverait à avancer, sauf que tout le monde y va de ses croyances, de son anthropomorphisme, comme vous l'avez dit justement. Oui. Et puis il n'y a pas moyen de discuter quand les gens sont dans leurs croyances. C'est ça le problème. Non. Oui, c'est ça. Et après, ce qui marche très bien, moi je vois, c'est la prévention. C'est-à-dire que nous, on intervient beaucoup auprès des enfants, et c'est formidable parce que les enfants comprennent parfaitement les choses, ont un point de vue beaucoup plus équilibré que nous, et il faut travailler avec eux. Nous, on travaille beaucoup sur la connaissance scientifique. Il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, il faut que l'enfant comprenne comment ça marche. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très juste, Brigitte. Par exemple, le lapin, il va se reproduire parce que c'est le sport, et il se reproduira d'autant plus qu'il aura de la nourriture. Donc pour ça, il est très équilibré. Donc il faut passer ses connaissances aux enfants pour pas qu'ils se laissent endoctriner par n'importe quoi. Tout à fait. Oui. Écoutez, merci d'être intervenue, Sarah, parce que votre message va passer au moins dans un média sur Sud Radio. Très intéressant, et je dois dire, Sarah, que avec l'autorisation de Brigitte, j'offrirai un livre à toutes ces auditrices magnifiques. Moi, je connaissais pas bien cette radio, je l'écoute de temps en temps, mais je découvre la qualité des interventions. Donc, je suis heureux, c'est Noël, de vous offrir, Sarah, aussi un livre que vous recevrez. Donc, Sarah, vous aurez également un livre. Nathalie, tout à l'heure aussi, qui a témoigné, aura un livre. Et puis, je crois que c'est Karine, Delphine, Agathe et Karen. Et je crois que c'est Marlène qui va prendre la parole dans un instant. Marlène aussi, qui recevra également un livre. Et merci de votre générosité, Patrick Daquet. Et surtout que c'est un livre assez intéressant. Ça s'appelle L'histoire d'un homme ordinaire qui devint chaman celte. Et c'est aux éditions Vega. On fait une petite pause. Merci beaucoup, Sarah. En tout cas, merci à vous. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur ou ajouter un commentaire ou même poser une question, le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Daquet est avec nous, vous êtes chaman, et je précise d'ailleurs que vous organisez un festival de chamanisme, c'est au mois de mai, donc je me ferai un plaisir de vous réinviter un petit peu avant pour que vous puissiez évoquer plus précisément de quoi on parle quand on parle du chamanisme, parce qu'on dit un peu aussi n'importe quoi sur ce sujet. Ça c'est sûr. Il y a aussi quelques fanatiques qui traînent par-ci par-là. Les chamans spontanés partout. Oui. Le chaman, il est toujours lié à une tradition, point. Et s'il n'y a pas de tradition, s'il n'y a pas de lignée, si c'est pas autonome, si c'est pas engendré par un peuple autochtone ou un peuple premier, c'est autre chose. Je dis pas que c'est pas bien, mais le chaman, ce qu'on a appelé chaman, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment lié à une culture, une tradition et à une vision animiste de la nature. Exactement. C'est parfois bien de le rappeler. Bonjour Marlène, merci de réagir. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Patrick Daquet. Bonjour Brigitte. Non, Marlène. Marlène, pardon, excusez-moi. C'est Marlène. J'ai compris. C'est pas grave, Marlène. Merci du fond du cœur pour cette émission qui réchauffe vraiment, surtout en ces temps, je trouve, compliqués. Et je voulais la voix de ce monsieur elle est hypnotique en fait, et je me disais ça serait chouette qu'il fasse un podcast ou plus souvent des émissions, parce que rien que d'entendre votre voix, on sent une grande chaleur et c'est super apaisant. J'en suis confus, mais c'est pas mon truc. Je suis pas très média. Non. Je viens parce que Brigitte, son émission est magnifique, et Mais alors voilà. je confirme, parce que je vous connais bien, Patrick, et puis vous avez même fait une protection dans ma nouvelle demeure, et c'était magnifique. C'est vrai que vous avez une voix qui est magnétique. Oui. Écoutez, merci beaucoup, Marlène. Vous recevrez aussi un de mes livres. Merci du fond du cœur. C'est Noël. Et moi qui déteste Noël, ça donne
une touche plus colorée et chaleureuse. Alors la fête celtique, c'est le 21 décembre. Solstice. Le jour du solstice. Oui, comme en astrologie. Voilà. Alors, et racontez-nous votre histoire, Marlène. Moi, j'ai eu petite, en fait, c'est mes grands-parents qui avaient un berger allemand, elle s'appelait Princesse, qu'ils avaient eu par la gendarmerie, parce qu'à un moment, ils s'en séparent. Et donc, ils l'avaient récupéré. Et j'ai vécu l'inceste par mon grand-père paternel. Et en fait, elle, j'ai maintenant des bergers allemands. Mais j'avais pas fait le lien, en fait, et c'est il y a peu de temps où j'ai eu tout d'un coup l'odeur du chien mouillé qui m'a énormément apaisée. Et j'étais en grand stress et je sentais cette odeur et je me sentais super apaisée. Alors que des personnes vont dire ça pue, c'est horrible. Oui. Et moi, je me suis dit tiens, c'est bizarre et j'ai tout de suite eu l'image de Princesse et cette audience, en fait, et j'ai senti une grande chaleur. Et je pense que c'est ce que je ressentais, en fait, auprès d'elle. Et quand vous dites qu'on cherche parfois des tuteurs, et je pense que c'était elle qui m'a raccroché à quelque chose. Et aujourd'hui, je pourrais jamais plus vivre sans un animal. J'ai un chien, j'ai plusieurs chiens, j'ai des chats. Merci. J'ai un berger allemand encore. Merci c'est pas pareil. Merci de ce témoignage, Marlène, parce que je l'ai déjà entendu, je sais à quel point c'est fort et je vous en remercie. Vous le dites avec beaucoup d'émotion. Ce que je peux quand même vous dire, on en a parlé hors antenne tout à l'heure avec Patrick Daquet. Vous n'avez pas besoin de vous passer des chiens, gardez des chiens autant que vous voulez. Mais ne dites pas, je ne pourrai jamais, parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, vous aurez la possibilité de retrouver avec un humain ce que le chien vous apporte. Moi, alors je vais vous faire une petite confidence. Je voulais pas spécialement en parler, mais Patrick Daquet m'avait dit tout à l'heure qu'il fallait que j'en parle. Moi, j'ai eu longtemps des dogs allemands. Donc, c'est des chiens énormes. Hein, et je sais pourquoi. Parce que moi, j'ai eu une fusion très forte avec ma mère. Ça a été très compliqué pour moi de défusionner. Et je pense que dans le dog allemand, je retrouvais cette fusion avec ma mère, puisque c'est presque un humain hein, dans la taille, le dog allemand. Et récemment, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis quelque temps, parce qu'il m'est arrivé plusieurs épreuves, je me suis dit, tiens, c'est fini, je n'aurai plus besoin d'avoir de dog allemand. Vous voyez, donc tout est possible, mais pour que ce soit possible, il faut faire son chemin. Et peut-être que vous allez le faire parce que vous parlez de manière très lucide, vous avez bien élaboré comment Princesse vous a sauvé, et maintenant c'est à vous de vous sauver. Et toujours en fait, je continue un rituel avec mon berger allemand actuel. Oui. C'est que tous les matins, on se dit bonjour, mais je respire son souffle et il respire mon souffle. Et on a nos regards qui se croisent et c'est comme si lui venait en moi et moi en lui. Et après, je pose mon front sur son front et en fait, j'entends plus rien. Et ça dure quelques secondes, 20 secondes, 30, je sais pas. Mais c'est comme si c'était une éternité à la fois. Et une grande respiration, en fait, une sorte de, je sais pas comment expliquer. Et ça procure une grande paix. Et ça, c'est un échange d'amour au sens de l'amour véritable. Mais des gens qui nous écoutent et qui ont la chance d'être dans une relation d'amour qui est belle pourraient dire la même chose avec leur partenaire, vous voyez. Oui. Ce qui est formidable, Marlène, c'est votre sensibilité. Vous avez des capacités importantes. Je ne sais pas si vous le savez. Là, vous avez fait ce qu'on appelle un voyage traditionnel, un voyage à travers l'animal, avec l'animal, et vous en recevez les bienfaits. Mais vous pouvez le faire effectivement aussi, essayer de le faire avec un arbre, avec une pierre, oui, vous verrez. Avec les arbres, pas les pierres, j'y arrive pas. Mais les arbres, je dis aussi, j'ai des problèmes de santé, j'ai pas d'immunité, j'ai pas de globules blancs. Eh bien, les arbres m'ont sauvée. Mais j'en suis persuadée, ils m'enlacent, enfin je sais pas, ils apportent quelque chose, je suis sûre que les arbres m'ont sauvée. Je suis obligée d'aller marcher tous les jours en forêt. Je vais vous donner une autre information que je ne donne pas souvent parce qu'elle est pas très... Mais très souvent, lorsqu'on a vécu l'inceste, on a un système immunitaire qui est très 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 fragilisé. Oui, je sais. Mais ça peut, là aussi, on peut réparer, même si bien sûr ça a fait des dégâts.
J'ai des maladies auto-immunes, j'ai des différentes choses, quoi. Marlène. Et je rencontre parfois des biches, tout à l'heure quand vous avez parlé, mais c'est quelque chose de magique, c'est transcendant. Quand on échange le regard d'une biche avec soi, c'est... je sais pas, quoi. C'est toute l'humanité, je sais pas. Brigitte m'a parlé de cette expérience aussi tout à l'heure hors antenne qu'elle a eue dernièrement. Je voulais vous dire, Marlène, ce que je ressens, c'est que vous devriez, avec le calcaire, faire un travail de cet ordre. Vous vous allongez sur du calcaire, ok ? Sur des pierres calcaires, ou vous pouvez avoir une grosse pierre calcaire et vous pouvez mettre votre front dessus. Vous allongez, vous la mettez sur votre front. Et refaites la même chose. C'est une énergie qui est excellente pour les personnes qui ont des difficultés en auto-immune. Ça règle pas tout, hein, mais c'est comme votre chien. Mais vous allez vivre quelque chose d'intéressant. La pierre calcaire. D'accord. Une grosse pierre, pas trop grosse pour pas vous écrabouiller le front, mais quand même pas une petite pierre minuscule. Hein. Faut que ça soit quand même une pierre, voilà. Sur votre troisième œil, là, sur votre front, allongé. Et vous vous mettez à respirer en même temps que la respiration de cette pierre, vous serez surprise. D'accord. Vous faites comme la même chose qu'avec votre chien et vous allez voir. D'accord. Et une pierre qu'on achète ou on peut... Ah non, il faut la trouver dans la nature. D'accord. C'est comme les plumes. Une vraie plume d'oiseau, c'est quand on la trouve. C'est pas quand on va chez le volailler prendre une plume de poulet. Vous allez trouver une pierre. Vous habitez dans quelle région, Marlène ? Dans le Var. Alors ça va, il y a du calcaire dans le Var, je crois, il me semble. Oui, il y en a du calcaire. Il y a des régions où il n'y a pas de calcaire, mais bon. D'accord. Là, vous avez du calcaire. Bon, sinon, au pire, vous pouvez aller quelque part trouver du calcaire, mais en tout cas, faites ce que vous dit Patrick Daquet, je suis sûre que ça vous fera du bien. Et puis, merci pour ce joli témoignage et cette sensibilité qu'on entend aussi, qui est à fleur de peau, évidemment. Merci à vous du fond du cœur pour tout ce que vous offrez. Merci, je ne sais Marlène. pas si vous vous en rendez compte. J'en ai les frissons partout. Très touchée par vous, Marlène. Écoutez, Patrick Daquet, c'était une émission pleine de sensibilité, d'amour. Je crois qu'on va chercher, je crois que les animaux nous apportent ça, la nature. Vous vouliez juste peut-être, il nous reste très peu de temps, mais vous vouliez évoquer les 4 éléments, l'eau, le vent, la terre, le feu. Oui, parce qu'on parle de nature, il faut parler des étoiles. Vous l'avez fait, une émission ne suffirait pas pour parler des étoiles, mais il ne faut pas oublier l'eau. L'eau, parce que c'est l'élément féminin par excellence, c'est ce qui et le lien entre toutes les autres vibrations énergie. On est fait de 70 ou 80% d'eau. Donc voilà, je peux pas dire, il faudrait aussi pas mal de temps pour en parler. Mais le feu également. Alors on est fait de feu. Hein. Dans par exemple les médecines ayurvédiques, on connaît bien les 4 éléments dont on est composé. Il y a aussi quand on a une allergie, on a le corps en feu, hein, par exemple. C'est pareil, le feu, vous pouvez, quand vous êtes vraiment lié au feu, vous pouvez prendre une braise et sans brûler. Alors je vous demande pas de le faire, hein. Ça demande une pratique, un exercice. Mais le feu est une médecine aussi, comme on dit dans les traditions. Et puis vous avez l'air. L'air, c'est un peuple à part entière. Et donc, essayez de communier avec les éléments. En toute simplicité, vous prenez pas la tête, hein, surtout justement pas de tête, et demandez la médecine des éléments. N'hésitez pas de demander la médecine du feu. Vous fermez vos yeux, vous êtes face à un feu de cheminée, et vous demandez sa médecine, vous ouvrez votre cœur et vous vous reliez avec le cœur du feu. Faites des expériences de méditation. Ça faisait rire tout le monde il y a quelques années. Aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout des gadgets. Ça n'a rien à voir avec le charlatanisme. D'abord, toutes les médecines sont valables, elles ont toutes les avantages et les inconvénients. Enfin, sauf que malheureusement, il y a quelques charlatans dans tous ces domaines. Et, partout. Mais c'est à nous aussi d'avoir la bonne intuition. Patrick Daquet, c'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle votre livre, L'histoire d'un homme ordinaire qui devint chaman celte. C'est 2 éditions Vega. Tous ceux qui sont passés à l'antenne aujourd'hui, toutes celles, puisque ce n'étaient que des femmes, mais ça c'est à cause de votre voix envoûtante, Patrick, recevront un livre de la part de Patrick Daquet. Et des éditions très Daniel. Hein, oui, absolument. Et qui va vous les envoyer. Merci pour elle. Demain, nous serons avec Michel Odoul. On va parler du mal de dos. Ce serait soi-disant le mal du siècle. Peut-être qu'on ne sait pas bien se tenir debout, mais on en parle demain avec Michel Odoul. Et tout de suite, vous retrouvez merveilleux auteur. Marie. À demain. Merci. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.